On pense souvent que le bien-être mental, ça se passe uniquement dans la tête. Mais et si une partie de la réponse se trouvait ailleurs? Si des tensions physiques bien réelles dans nos organes jouaient un rôle? Aujourd'hui, on va explorer cette connexion assez surprenante à travers le regard d'un ostéopathe. Pour commencer, un chiffre de l'OMS qui fait vraiment réfléchir. Un adolescent sur 7 dans le monde serait touché par un trouble de santé mentale. On parle de dépression, d'anxiété, qui sont devenues des causes majeures d'invalidité chez les jeunes. C'est un vrai enjeu de société. Et c'est là que la question centrale de notre analyse arrive. D'habitude, la médecine va se concentrer sur le cerveau pour traiter ces troubles. Logique. Mais et si une autre perspective nous disait qu'il faut peut-être regarder ailleurs dans le corps pour trouver l'origine du problème? Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Le premier point, qui est absolument essentiel à comprendre, c'est ce lien profond et souvent un peu sous-estimé, qui existe entre le fonctionnement de nos organes et notre état d'esprit. Prenons le foie, par exemple. Une étude canadienne assez parlante a montré que les troubles dépressifs sont, tenez-vous bien, 3 fois plus fréquents chez les personnes qui souffrent d'une maladie du foie. 3 fois. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est une corrélation qui nous force à creuser un peu plus. Et attention, on ne parle pas forcément d'un organe qui serait malade au sens où l'entend la médecine. Le concept clé ici, c'est celui d'insuffisance fonctionnelle. Ça veut juste dire que l'organe n'est pas à 100%, il tourne un peu au ralenti, et ça a un impact sur tout le reste du corps, y compris le cerveau. Pour que ce soit plus clair, la différence est énorme. Un foie qui fonctionne bien, il filtre les toxines, il aide à produire de l'énergie, tout va bien. Mais s'il est en chaud régime, les toxines peuvent s'accumuler. Et ça peut provoquer ce qu'on appelle un brouillard mental, des oublis, des difficultés de concentration. L'impact sur le cerveau, il est direct. Et puis, bien sûr, impossible de ne pas parler de l'axe intestin-cerveau. C'est notre deuxième cerveau, comme on dit. Un intestin en bonne santé produit de la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur. Mais pour que l'intestin fonctionne bien, il a besoin de la bile, qui est produite par le foie. On y revient toujours. Tout est vraiment connecté. Ok, alors comment on peut agir sur ces problèmes fonctionnels? C'est là qu'une approche comme l'ostéopathie devient intéressante. Et oubliez l'image un peu cliché des manipulations qui font juste craquer les os. On parle d'une vision beaucoup plus globale du corps. Le principe de base, en fait, est assez simple. Le corps est un système où tout est lié. La structure, donc le squelette, les organes et le métabolisme, tout ça, c'est interdépendant. L'ostéopathie, elle, cherche à identifier et à corriger les déséquilibres dans ces liens, pour restaurer une harmonie générale. Cette petite phrase du fondateur de l'ostéopathie, elle résume tout. L'artère est souveraine. Ça veut dire que la clé de la santé, c'est une bonne circulation. Si le sang et tous les fluides circulent librement, sans blocage, alors chaque partie du corps, que ce soit les organes ou le cerveau, reçoit ce dont elle a besoin pour bien fonctionner. Voyons maintenant comment ça s'applique de manière très concrète. On va décomposer ensemble, étape par étape, la réaction en chaîne, qui est purement mécanique, qui peut relier un foie qui peine un peu à une véritable sensation d'anxiété. Voilà notre feuille de route. 5 étapes qui s'enchaînent logiquement. Tout part d'un dysfonctionnement du foie qui va déclencher une cascade de réactions physiques et qui peut aboutir, à la fin, à cette anxiété qu'on ressent dans le corps. Alors, tout commence ici. Il faut savoir que le foie est physiquement attaché juste en dessous du diaphragme, qui est notre muscle principal pour respirer. Si le foie est un peu tendu, un peu congestionné, il va littéralement tirer sur ce diaphragme et créer une tension purement mécanique. Forcément, cette tension va limiter le mouvement du diaphragme. Et le corps, qui est malin, il doit compenser. Comment? En utilisant d'autres muscles, notamment les petits muscles du cou qui ne sont pas du tout faits pour ça. Et c'est cette sursollicitation qui va créer cette sensation d'oppression dans la poitrine, un symptôme très classique de l'anxiété. Et là, la réaction en chaîne continue. D'un côté, les muscles du cou, qui sont super tendus, peuvent comprimer les artères qui amènent le sang au cerveau. De l'autre, le diaphragme qui est bloqué va gêner le retour du sang vers le foie. C'est un véritable cercle vicieux qui s'installe et qui auto-alimente le problème. C'est fascinant parce qu'on peut en fait voir ça à travers 2 grands principes d'ingénierie. D'un côté, on a un problème de mécanique des forces, avec les tensions sur les structures, et de l'autre, un problème de dynamique des fluides, si on veut, avec la circulation sanguine qui est compromise. C'est une explication très logique, très mécanique. Le fait de comprendre ce genre de mécanisme, ça a des implications qui vont bien au-delà de la santé d'une seule personne. Ça nous invite à repenser notre approche globale de la santé, de la prévention et même des politiques de santé publique. Ce tableau résume assez bien les 2 visions. D'un côté, la médecine conventionnelle, qui intervient souvent une fois que la maladie est là, que le voyant rouge est allumé, et de l'autre, l'approche dite intégrative, qui s'intéresse à cette fameuse zone grise des troubles fonctionnels pour agir sur les causes avant que la pathologie ne s'installe pour de bon.
D'ailleurs, il semble que la population ait déjà un peu d'avance sur ce sujet. Les chiffres montrent que 2 personnes sur 3 ont déjà recours à des méthodes complémentaires, que ce soit corporelles, nutritionnelles ou psychosociales. Il y a donc une demande très claire pour une approche plus globale. Et en fait, cette idée n'a rien de nouveau. Hippocrate, le père de la médecine, le disait déjà il y a des siècles. Pour avoir une santé durable, il faut d'abord identifier et corriger les causes profondes du mal, qui sont souvent liées à notre mode de vie, plutôt que de se contenter de mettre un pansement sur les symptômes. La question qui se pose pour finir est donc la suivante. Notre système de santé actuel est-il plutôt conçu pour gérer les symptômes des maladies ou est-il vraiment prêt à promouvoir la santé en s'attaquant aux dysfonctionnements à leurs racines? La réflexion, elle, est ouverte.